Allô, aujourd'hui nous avons une présentation par Dr. Mark Johnson. Il était un étudiant en médecine lorsque notre fondateur Galit est allé à Haïti pour la première fois en 2010. Il a été l'un des premiers participants au programme HME. Il est diplômé de l'Université d'État d'Haïti en 2012. Il a fait son année de service social à Saint-Marc, puis a complété sa résidence à Port-au-Prince. Il travaille maintenant dans Port-au-Prince et Gonaïves comme interniste et docteur en endocrinologie et immunopathologie. You can start when you're ready, Dr. Mark. Je dis bonjour à tout le monde. Je suis vraiment content de pouvoir partager avec vous ce matin mes connaissances sur les troubles de la thyroïde. Donc, la dernière fois, on avait parlé de l'hyposécrétion des hormones, cette hype qui est considérée comme l'hypothyroïdie. Et dans les cas où on a une hypersécrétion des thyroïdiennes, on va prendre de l'hyperthyroïdie. Donc, la dernière fois, on avait parlé des symptômes de l'hypothyroïdie, les causes d'hypothyroïdie, et finalement, on avait parlé de la prise en charge de l'hypothyroïdie. Donc, ce matin, on va passer quelques minutes à parler de l'hyperthyroïdie. On va parler des signes cliniques, la clinique de l'hyperthyroïdie, les causes d'hyperthyroïdie, et finalement, on va en quelque sorte parler de la prise en charge de l'hyperthyroïdie. Next. Je vais vous présenter un cas clinique de maladie de Basedow que j'ai trouvé sur le New England Journal of Medicine. C'est une jeune dame de 23 ans qui se présentait à la clinique pour palpitations. Et durant ces 6 derniers mois, elle passait beaucoup de sel. Ce n'est pas la diarrhée, mais elle va aux toilettes très souvent. Elle a perdu environ 4 à 5 kilos en dépit d'un bon appétit. La pression artérielle qu'on avait mesurée, la pression artérielle à la clinique était à 137 par 80 mm de mercure. La glande thyroïde est apparemment élargie. On pouvait à l'auscultation entendre ce qu'on appelle un souffle. Elle avait des mouvements des paupières, mais elle n'avait pas de ptose. Elle n'avait pas d'œdème périorbital. Quand les hormones thyroïdiennes comme hormones hypophysaires, on a mesuré la TSH. La TSH était à 0,02 micro-unités par millilitre. La normale, ça varie entre 0,35 à 0,45. Et T4 est à 4,10 nanogrammes par décilitre.
la valeur normale, c'est 0,89 à 1, on a constaté une augmentation de la thyroxine. La question qu'on doit se poser, comment va-t-on évaluer cette patiente et quelle est la prise en charge? Next. Les manifestations de l'hyperthyroïdie, les manifestations cliniques, next Amanda, sont indépendantes de la cause de l'hyperthyroïdie. Cependant, la cause de l'hyperthyroïdie peut avoir des conséquences bien spécifiques sur l'organisme. En particulier, la maladie de base d'eau qu'on vient de voir dans le cas clinique, la maladie de base d'eau qui est la principale cause d'hyperthyroïdie. Mais de façon générale, ce qu'on peut avoir dans la clinique de l'hyperthyroïdie, c'est d'abord la fatigue qu'on peut avoir, un patient qui est excité, l'insomnie, manque de concentration, la perte de poids, indépendamment de la polyphagie, la personne qui mange beaucoup, mais elle perd du poids. Une augmentation du transit intestinal qui peut avoir comme conséquence la diarrhée, mais en réalité, ce n'est pas la diarrhée, mais c'est une personne qui passe beaucoup de sel à cause d'une augmentation du transit intestinal. Et ce qu'on peut avoir ensuite, c'est la dyspnée, surtout avec l'hypertension artérielle systolique qui peut entraîner une décompensation cardiaque gauche. Et avec la décompensation cardiaque gauche, ce qu'on peut avoir comme symptôme, c'est la dyspnée. Les autres signes qu'on peut avoir chez l'homme, c'est la gynécomastie, perte de libido, la dysfonction érectile. Ce sont d'autres conséquences de l'hyperthyroïdie. Next. D'autres symptômes peuvent également faire penser à une hyperthyroïdie. On peut avoir l'ostéoporose qui est due à l'action ostéoclastique des hormones thyroïdiennes, l'hypercalcémie qu'on peut avoir, la dyspnée, je viens de vous parler de la dyspnée, une augmentation à l'action, disons, une augmentation de la résistance à l'insuline, ce qui peut aggraver le diabète, un diabète préexistant, ou tout simplement entraîner une hyperglycémie. Une diminution du taux de cholestérol total et de LDL. L'anémie également qu'on peut avoir avec une augmentation
de la masse globulaire et en même temps une augmentation du volume plasmatique à cause de l'activité, à cause de l'augmentation de l'action ostéoclastique. Ce qu'on va avoir, c'est une augmentation du phosphatase, alcaline, une diminution de PTH qui aura pour conséquence l'ostéoporose. Cependant, chez les patients âgés, on peut tout simplement avoir la tachycardie, et c'est pourquoi chez les personnes âgées, devant une tachycardie, on va voir, même si la paraclinique, elle peut être pauvre, mais devant une tachycardie, une fibrillation auriculaire inexpliquée chez les personnes âgées, il va falloir de toute façon demander, il va falloir doser les hormones thyroïdiennes pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau de la glande thyroïde, même si on n'a pas forcément une augmentation de la taille de la glande. Chez les personnes âgées, ce qu'on peut avoir, c'est la thyrotoxicose apathique. C'est un patient cachéxique, asthénique, mais qui ne présente pas d'autres signes d'hyperthyroïdie. Next. On peut également avoir l'hyperthyroïdie nette, l'hyperthyroïdie subclinique, c'est-à-dire on a l'hormone TSH qui est diminuée, cependant, vous avez T3 et T4 sont dans les limites de la normale. Alors, le diagnostic paraclinique, c'est TSH. D'abord, même si en Haïti, d'emblée, on demande TSH, T3 et T4 libre, encore, il faut noter que la fraction qu'on va doser, c'est la fraction libre de T3 et de T4. Même si en Haïti, de façon générale, on demande ces trois hormones d'emblée, mais l'idéal, c'est de demander TSH. Et si on a une anomalie, si on a une diminution ou une augmentation de TSH, à ce moment-là, on va doser T3 et T4 pour voir est-ce que c'est une hypothyroïdie ou c'est une hyperthyroïdie. L'examen clinique à côté des bilans, avant même de demander les bilans, vous êtes d'accord, c'est l'examen clinique qui va orienter le diagnostic. On va rechercher les signes d'hyperthyroïdie, les signes d'hyperactivité sympathique. Et ensuite, au niveau de la peau, ce qu'on peut avoir, c'est une peau qui est fine et sèche qu'on peut avoir. L'hyperémie à cause de l'augmentation de la vascularisation. La tachycardie encore, je vous l'ai dit que la tachycardie est très courante dans l'hyperthyroïdie. Les pouls à l'examen physique, les pouls sont irrégulièrement réguliers. Surtout chez les patients avec fibrillation auriculaire. L'hypertension artérielle encore, on va voir s'il y a une hypertension artérielle systolique. Alors, à l'examen physique, on a une suspicion d'hyperthyroïdie. Donc, on va doser les hormones thyroïdiennes, on va doser TSH pour voir s'il y a une anomalie. Et ensuite, il va falloir déterminer l'étiologie
de l'hyperthyroïdie. Next. Maintenant, quelles sont les hyperthyroïdies? La principale cause d'hyperthyroïdie, c'est d'abord la maladie de Basedow ou Graves' disease. Donc, on va parler un peu plus tard de cette pathologie qui est la maladie de Basedow, qui est la principale cause d'hyperthyroïdie. Et on va voir un peu plus tard, devant toute hyperthyroïdie, normalement, il faut éliminer ou encore il faut demander des bilans pour savoir s'il s'agit d'une maladie de Basedow. Car ça peut influencer la prise en charge. Ensuite, les autres causes d'hyperthyroïdie ou encore d'hypersécrétion ou encore les autres causes d'augmentation des hormones thyroïdiennes, j'ai noté pour vous la liste des causes d'hyperthyroïdie et des causes de thyrotoxicose. Parmi les causes d'hyperthyroïdie, il faut noter à côté de la maladie de Basedow les boîtes toxiques, les boîtes multinodulaires toxiques, l'adénome toxique. On peut avoir une hyperthyroïdie qui est induite par l'iode, la prise excessive d'iode. On peut également avoir une résistance hypophysaire au feedback des hormones thyroïdiennes. Et également, on peut avoir un tissu ectopique qui sécrète des hormones thyroïdiennes. Et l'autre cause de thyrotoxicose, c'est encore l'amiodarone qui peut entraîner une hyperthyroïdie. Next. Je vous l'ai dit que la maladie de Basedow, c'est la principale cause d'hyperthyroïdie. Il faut noter que la maladie de Basedow a été reconnue au 19e siècle et cette pathologie comportait à ce moment-là un élargissement de la glande thyroïde, une glande qui est hyperactive avec une augmentation des sécrétions des hormones thyroïdiennes et accompagnée des anomalies oculaires qu'on avait constatées dans la maladie de Basedow. Mais c'est ensuite qu'on va découvrir que la maladie de Basedow, c'est une pathologie auto-immune. Et on a un ensemble d'interactions entre les facteurs génétiques et l'environnement. C'est l'interaction entre ces facteurs qui va entraîner la maladie de Basedow. Et la maladie de Basedow va avoir des conséquences sur le fonctionnement même de l'individu ou encore sur les patients. Et la maladie de Basedow peut même entraîner une incapacité du patient, l'incapacité de travailler. Next. Encore, on a pu identifier des gènes qui codent pour la thyroglobuline qui sont impliqués
dans la maladie de base d'eau. Encore, la concordance chez les jumeaux monozygotes, la présence d'anticorps antirécepteurs de la thyrotropine et l'hyperthyroïdie, ce sont des éléments qui peuvent faire penser que la maladie de base d'eau, c'est une maladie auto-immune. Il y a les facteurs de risque qui peuvent aggraver ou encore qui peuvent déclencher la maladie de base d'eau, étant donné qu'il y a des interactions entre les facteurs génétiques. L'environnement également va jouer un rôle important dans la maladie de base. C'est ainsi que le stress, le tabac sont incriminés, ainsi que la grossesse. Mais on va voir un peu plus tard, dans la prise en charge de la maladie de base d'eau, la grossesse peut améliorer les cliniques d'une patiente qui souffre de maladie de base d'eau. Et un peu plus tard, on va voir quand on va faire la prise en charge de la maladie de base d'eau, si au cours de la grossesse, on n'a pas une clinique importante, ou encore si on n'a pas des signes d'hyperthyroïdie sévère, donc on ne va pas faire le traitement durant la grossesse. Et quand on va faire le traitement, il y a des médicaments qu'on va préférer dans la prise en charge de la maladie de base d'eau au cours de la grossesse. Next. Donc, Amanda, ce sont des schémas pour vous montrer les interactions entre les facteurs génétiques, les facteurs génétiques et des cellules également qui sont impliquées dans la clinique de la maladie de base d'eau, comme les lymphocytes B, les lymphocytes T, les fibrocytes de la moelle osseuse qui sont impliqués, qui vont se différencier en CD34 fibroblastes et qui peuvent également se différencier en myofibroblastes ou en myocytes. Next. Thank you. Maintenant, la clinique de la maladie de base d'eau, la clinique de la maladie de base d'eau, elle est importante. Elle est importante pour nous et elle est parlante. Donc, quand on est en face d'une maladie de base d'eau, on peut voir qu'il s'agit d'une maladie de base d'eau avec la clinique. D'abord, ce qu'on va rechercher à la clinique, c'est l'ophtalmopathie infiltrative, l'exophthalmie qu'on va rechercher dans la maladie de base d'eau. Et ensuite, l'inflammation qu'on peut avoir au niveau des conjonctives, les myxédèmes prétibiales qu'on peut également avoir quand on a ces éléments à la clinique,
on peut penser à une maladie de base d'eau. Il faut noter que les anticorps qui vont se diriger contre les récepteurs de la TSH au niveau de la glande thyroïde, ces anticorps peuvent également traverser les placentas et entraîner une hyperthyroïdie chez l'enfant. Et avec l'exophthalmie qu'on a dans la maladie de base d'eau, on aura comme autre conséquence un patient qui ne peut pas fermer l'œil avec les risques d'ulcération cornéenne, puisque la cornée, elle est sèche. Next. Ce sont des images pour vous montrer l'ophtalmopathie qu'on a dans la maladie de base d'eau et également la dermatopathie qu'on a dans la maladie de base d'eau. Next. Next. Ensuite, ce sont les atteintes cutanées, la dermatopathie qu'on a dans la maladie de base d'eau. Next. Cliniquement, la clinique de la maladie de base d'eau, vous êtes d'accord, c'est la clinique de l'hyperthyroïdie, à l'exception de l'exophthalmie, qui est caractéristique même de la maladie de base d'eau, et l'édème prétibial, encore qu'on retrouve dans la maladie de base d'eau. Next. No, I think this slide before, back. Cliniquement, ce qu'on a dans la maladie de base d'eau, c'est la fatigue que vous avez, même dans l'hyperthyroïdie, la dyspnée à cause de la décompensation cardiaque gauche, la transpiration, la perte de poids, les boîtes qu'on peut avoir, les souffles qu'on peut avoir au niveau de la thyroïde avec thrille, les tremblements des mains, c'est ce qu'on appelle le signe du serment, la tachycardie, la fibrillation auriculaire, l'arythmie, les troubles du rythme de façon générale, avec extrasystole ventriculaire qu'on peut avoir avec la maladie de base d'eau. Next. Maintenant, comment va-t-on évaluer la thyrotoxicose? Amanda, next. Can you hear me, Amanda? Yeah. Okay, Is this the right slide? Yeah. Okay, thank you. Et maintenant, on va mesurer cliniquement. No, the one before. Cliniquement, donc la clinique fait penser à une maladie de base d'eau, ou encore à une hyperthyroïdie. On va mesurer TSH. TSH est élevé, on va mesurer T3 et T4 libres. Non, the one before. The slide before? Si TSH est abaissé et la fraction libre de T4 elle est élevée, on pense à une thyroïde before. No. On va penser à une thyrotoxicose primaire et on va évaluer pour voir est-ce que c'est une maladie de base d'eau. Mark, what slide do you want me to be on?
like 15. Oh, Slide okay. 15. This Is one. this good? Yes. Oh, okay. Again. This slide or the next slide? No, this one is not complete. The diapositive, this slide is not complete. You need to click on it again. That's all it's showing me. OK. On va mesurer également la fraction libre de T3. Si c'est élevé, c'est... Alors, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut avoir une augmentation de T3 et T4 est normal. Et dans d'autres cas, on a une augmentation de T4 et T3 est normal. Ou, en fait, je reprends, on peut avoir une augmentation de T3, T4 est normal. On peut avoir une augmentation de T4 et T3 est normal. Dans d'autres cas, on peut avoir une diminution de TSH et T3 et T4. T3 et T4 sont, en fait, ces hormones sont la valeur, ces hormones sont normales. À ce moment-là, on va parler d'hyperthyroïdie subclinique. Et à ce moment-là, on va faire un suivi dans les prochaines 6 à 12 semaines pour voir comment va évoluer l'hyperthyroïdie. Si TSH est normal ou si on a une augmentation de TSH, en même temps, on a une augmentation de la fraction libre de T3 et de T4. Si TSH est élevé, donc ça peut faire penser à un problème au niveau de l'hypophyse. Ça peut être une tumeur au niveau de l'hypophyse qui sécrète la TSH. Ça peut être un adénome pituitaire, tout comme ça peut être également une résistance au niveau, une résistance de l'hypophyse au feedback des hormones thyroïdiennes. I'm sorry. Cependant, si TSH et T4, ces hormones sont normales, il faut doser, il faut y chercher d'autres causes. Next. Maintenant, l'approche thérapeutique en cas d'hyperthyroïdie consiste d'abord à améliorer rapidement les symptômes. Et les symptômes, on va surtout les améliorer avec les bêta-bloqueurs. Et ensuite, on va utiliser des médicaments, les thionamides, pour diminuer la synthèse des hormones thyroïdiennes. Les bêta-bloqueurs, on va utiliser les bêta-bloqueurs très tôt dans la prise en charge de l'hyperthyroïdie, avant même de pouvoir déterminer la cause de l'hyperthyroïdie. Donc, on va d'emblée mettre les bêta-bloqueurs pour contrôler les symptômes d'hyperthyroïdie, et on va entraîner avec les bêta-bloqueurs une diminution des palpitations. On va améliorer la tachycardie qu'on a avec l'hypersécrétion des hormones thyroïdiennes, l'anxiété, l'intolérance à la chaleur, la fatigue et la dyspnée également. On va améliorer la clinique
de l'hyperthyroïdie avec l'utilisation l'utilisation des bêta-bloqueurs. Principalement, on peut utiliser, en fait, on va prioriser les bêta-bloqueurs cardiosélectifs, principalement athénolol. Et deuxièmement, on va utiliser des médicaments qui sont les thionamides. En fait, pour diminuer la synthèse des hormones thyroïdiennes, il y a 3 moyens. Premièrement, ce sont les médicaments qui sont les thionamides qu'on va utiliser pour diminuer la synthèse des hormones, des hormones thyroïdiennes. C'est la radioiodine, l'iode radioactive qu'on va donner. Et troisièmement, c'est la chirurgie. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la meilleure option? Quelle est la meilleure option dans la prise en charge, de l'hyperthyroïdie? Faut-il utiliser les thionamides uniquement et ignorer l'iode radioactive et ignorer la chirurgie? Il faut noter que les 3 donnent de bons résultats. Encore, il y a des spécificités, il y a des cas particuliers qu'on va certainement considérer pour savoir est-ce qu'on va utiliser des médicaments ou est-ce qu'on va faire la chirurgie d'emblée. Et on va voir un peu plus tard, il y a des cas où on utilise des médicaments et ensuite on passe à la chirurgie. Les médicaments antithyroïdiens, normalement, on doit les utiliser avant l'administration de l'iode radioactive et avant la chirurgie pour contrôler ou encore pour diminuer les symptômes de l'hyperthyroïdie. En fait, l'idéal, c'est d'avoir un état de thyroïdie avant même de commencer le traitement avec l'iode radioactive ou encore avant la chirurgie. Encore, je n'ai pas trouvé une étude qui montre l'efficacité d'un traitement par rapport ou encore la supériorité d'un traitement par rapport à un autre. Encore, ça va dépendre du médecin, ça va dépendre également du patient. Il y a des patients qui préfèrent la chirurgie, et il y a d'autres patients qui ne veulent pas la chirurgie. À ce moment-là, c'est la prise en charge médicale qu'on va faire. Je vous l'ai dit tantôt, chez les patients avec symptômes sévères, d'hyperthyroïdie, avec un risque élevé de complications, par exemple chez les patients âgés, chez les patients avec maladie cardiovasculaire, il est recommandé de commencer le traitement avec les thionamides avant même un traitement chirurgical si on veut faire la chirurgie. Cependant, l'iode radioactive peut être
le traitement initial si le patient ne tolère pas les symptômes d'hyperthyroïdie ou chez un patient où il n'y a pas vraiment de risque de complications. Les avances, je dois aller de façon plus rapide. Mais si on préfère la chirurgie, on peut commencer avec les thionamides, on fait la chirurgie et on continue même après la chirurgie avec les thionamides et pendant une année, 2 ans, et on peut même utiliser les thionamides à long terme. Maintenant, ça va dépendre. Maintenant, dans les cas où si on fait la chirurgie, on a un état de thyroïdie et on peut même provoquer une hypothyroïdie. À ce moment-là, il va falloir ajouter des hormones thyroïdiennes pour corriger en quelque sorte l'hypothyroïdie. Cependant, les antithyroïdiens, les médicaments antithyroïdiens, les thionamines sont contre-indiqués si le patient avait déjà des antécédents, si le patient avait des effets secondaires qui sont liés à l'utilisation des thionamides dans le temps, comme une agranulocytose ou encore une hépatite toxique. À ce moment-là, on est bien obligé de ne pas pouvoir utiliser les thionamides. Donc, à ce moment-là, la prise en charge, c'est soit l'iode radioactif ou encore soit la chirurgie. L'utilisation des thionamides également chez la femme enceinte, ça c'est un autre sujet. Encore, s'il n'y a pas vraiment de troubles, s'il n'y a pas vraiment de symptômes sévères d'hyperthyroïdie, on ne va pas utiliser des médicaments au cours de la grossesse. Cependant, si on doit utiliser des médicaments au cours de la grossesse, on va d'abord utiliser les méthimazole durant le premier trimestre. Ensuite, on va faire le relais avec PTI. Les thionamides qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs médicaments antithyroïdiens qu'on peut utiliser. Il y a le méthimazole qui est le médicament de choix. À cause de sa longue durée d'action, le méthimazole, on peut l'utiliser, on peut donner un comprimé par jour à cause de sa longue durée d'action. Et l'efficacité également du méthimazole, c'est beaucoup plus rapide. En fait, tout à l'heure, j'avais dit que c'est le méthimazole qu'on va utiliser, c'est le propylthiouracil au cours de la grossesse, pardon. C'est le propylthiouracil, PTI, qu'on va surtout utiliser au cours du premier trimestre de la grossesse. Parce que le propylthiouracil, il est moins tératogénique que le méthimazole. Donc, maintenant, si le méthimazole n'est pas disponible, on va utiliser le carbanidazole.
Cependant, si vous avez une femme enceinte qui veut tomber enceinte, si vous avez une femme qui veut tomber enceinte et qui a une hyperthyroïdie, l'idéal, c'est de considérer la chirurgie au lieu des médicaments antithyroïdiens. Considérer la chirurgie ou encore, c'est les PTU qu'on va utiliser ensuite. Hello? Les autres médicaments qu'on va utiliser, next slide, next. Les autres médicaments qu'on va utiliser dans la prise en charge de l'hyperthyroïdie, donc c'est les glycocorticoïdes qu'on peut utiliser. Les glycocorticoïdes vont empêcher la conversion de T4 en T3. Le lithium également qui va bloquer la libération des hormones thyroïdiennes. Également la cholestéramine également qu'on peut également utiliser avec méthimazole qui va diminuer qui va diminuer la quantité des hormones thyroïdiennes et encore qui va diminuer la synthèse des hormones thyroïdiennes, à savoir T3 et T4. Après, next. Après, certainement, après les traitements, soit les traitements médicaux, soit les traitements chirurgicaux, certainement, il va falloir faire les monitorings. À noter que les bêta-bloqueurs, je vous l'ai dit, on va utiliser les bêta-bloqueurs au début même de la prise en charge, de l'hyperthyroïdie. Maintenant, devant une hyperthyroïdie, ou encore devant une maladie de base d'eau, donc il faut éliminer d'autres causes d'hyperthyroïdie. C'est ainsi que on va éliminer un goître multinodulaire toxique, et le goître les goîtres multinodulaires toxiques. Do you want to stop at some point and continue later? I don't know how much you have left, but I didn't know if you wanted to. Give me just 1 or 2 minutes to. Yeah, of course. Whatever. I just didn't know if we want, since it's already 8, to figure out some sort of maybe stopping point, and we can continue at another time. So just let me know. Okay. OK, maintenant, il faut, next diapositive. Maintenant, les diagnostics différentiels, c'est avec les boîtes toxiques multinodulaires, l'adénome toxique, et à la palpation même, on va voir qu'il y a une masse au niveau, encore un nodule au niveau de la thyroïde, un nodule unique au niveau de la thyroïde. La thyroïdite d'Hashimoto, on avait parlé de la thyroïdite d'Hashimoto, qui est la principale cause d'hypothyroïdie. Mais au début, on peut avoir une thyrotoxicose qui est liée à la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, encore, on va distinguer la thyroïdite. Encore, la thyroïdite d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune, également la maladie d'eau, mais les anticorps, le dosage des anticorps va permettre de différencier la maladie de base d'eau de la thyroïdite de Hashimoto. Également, on peut avoir une thyroïdite du postpartum, une thyroïdite silencieuse. On peut avoir une des hormones thyroïdiennes, mais la clinique peut être des complications
aigu. On peut également avoir une toxique et faire le traitement approprié. Dr. Mark, you're cutting out quite a bit. Can you hear me? I wonder if maybe you should, you seem to be frozen and cutting out. We couldn't really hear what you were just saying, if you can hear me. I wonder if you should log out and log back in. Les thyroïdites, c'est la thyroïdite Dr. Mark, can you hear me? de Riedel que vous pouvez Dr. Mark? avoir, qui peut entraîner un état de thyro. Dr. Mark, can you hear me now? I don't know if you want to try to disconnect and reconnect if you can hear me. Okay. Because you're cutting out, we can't hear you at all.